François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft, une année avec ce petit carnet. J'en fais un petit peu de collection chaque fois que j'en trouve sur eBay à 10 balles, mais toujours sur cette même poignée d'années. Ça, c'est un 1925 aussi, mais rempli par un pasteur de notes manuscrites que un jour j'irai voir de plus près. Ça, c'est un 1933, plus petit format, annoté aussi. Je crois que c'était par monsieur, un genre d'ingénieur. Enfin, en tout cas, c'est des petites notes qui se baladent en travers. C'est pas quelque chose au jour le jour, comme le diary de Lovecraft, mais on a toujours là les renseignements personnels, on a les tâches à faire, et puis lui, vous voyez, jusqu'au mois d'avril, justement, il le tient bien. C'est seulement un petit peu après, vers le mois de temps en temps, c'est sporadique. En juillet, il y revient. D'autres, on a très souvent au milieu un atlas couleur avec les frontières, les pays, avec les zones inexplorées des différents pays. Celui-ci était vierge. Là, on est dans un 1928. Lovecraft en avait un en 1928. C'est l'année où il était parti en voyage pendant pas loin de 4 mois dans le Vermont, avec retour par un Newburyport, et sa découverte de ce port un peu à l'abandon, où il aura l'intuition de ténèbres sur Innsmouth. Et sur le bateau entre Albany et Boston, il a un sac en carton, comme ça qu'on découvre. À l'intérieur, il a sa lunette astronomique. C'est surtout ça qu'il regrette qu'on lui ait volé. Il a toujours des bouquins. Il a une écritoire, évidemment, toujours ce truc qu'on déplie. À l'intérieur, il y a du papier à lettres, il y a évidemment de quoi mettre des enveloppes, mettre des timbres. Et cet écritoire, par contre, ça, il l'a toujours sur lui, on ne risquait pas de lui voler. Mais le petit carnet 1928 qui était dans son sac en carton bouilli, lui, disparu. Donc, c'est un petit peu comme une vengeance ou une consolation, ça fait rien. Mais le principal, c'est le carnet 1925. Celui de Lovecraft est exactement de ce format, bien sûr avec 1925 écrit dessus, et il remplit consciencieusement, scrupuleusement chacune des petites cases. Et nous, quand on avance, on essaye de reconstituer là depuis ces petites notes. Quoi? Des choses qui tiennent à la vie concrète? Certainement, c'en est plein, et c'est souvent même que ça, des allers-retours. En disant, tu pourrais pas rester tranquille au lieu de faire ça. Mais chaque fois, c'est des noms, c'est des découvertes, c'est des pistes, et petit à petit, c'est toute une fresque qui se rétablit, et cette fresque, on en a besoin. Pourquoi? Parce que c'est le laboratoire de l'écriture. Est-ce que l'écriture, ça se fait là par l'intention? Certainement, ça en appelle à l'intention. Ça en appelle à l'intuition, certainement, mais ces intuitions, de quoi elles naissent? Si c'est pas de la lecture, de l'entraînement même à écrire. Souvent, là, à explorer, par exemple, ces très longues lettres que Kafka envoie, que Howard Phillips Lovecraft envoie à ses deux tantes, Liliane et Annie, se demander même s'il n'y a pas une gymnastique de l'écriture, et qu'écrire une lettre de 10, 12, 15, 20 pages, c'était pas une sorte d'entraînement permanent, de fabriquer même, peut-être, pourquoi pas, même une fatigue du poignet, sans compter les lettres. Là, il y en a toute l'étagère au-dessus, à envoyer à tant d'autres correspondants. Dans cet entraînement permanent à écrire, quelque chose qui use vos propres résistances. Là, je relisais correspondance à Bob Barlow, c'est un petit peu plus tard, ça commence en janvier 1931, donc les 6 ans qu'il reste à Lovecraft à vivre, puisqu'il meurt à 46 ans en mars 1937. Quand il commence à écrire, il ne sait pas que ce Barlow a à peine 13 ou 14 ans. Quand ils vont se rencontrer, Barlow va faire le voyage de Providence, il a 15 ans.
Ensuite, Barlow invitera à 2 reprises Lovecraft à résider en Floride où il habite avec ses parents. Le 2e séjour, ce sera Barlow et Lovecraft seuls, sans les parents. Et finalement, Robert Barlow sera l'exécuteur testamentaire de Lovecraft, alors qu'il n'a que 18 ans quand Lovecraft décède. Et on a l'impression que c'est des improvisations, c'est tout d'un coup le langage s'emballe, le langage devient comme une sorte... On joue avec les étapes de la langue, on joue avec quelquefois des sonorités complètement joyciennes, là où des jeux avec les dates romaines. MDCCCCXC9 1899 gave place au excess of 9 persons of 10 wrote MDCCCC instead of MC American How so puzzled and rippled I was by the newfangled MCM high on the corner of Bronze University New Administration Building. Et ça s'en va dans tous les sens. Et, comme si cet exercice-là, c'était ce qui presque vous érodait, vous affaiblissait, vous rendait poreux pour qu'à un moment donné, ce qui surgit derrière vous, les ombres, les peurs, le glauque, deviennent là, par les images du réel, par ces images du voyage, ce qui sera votre façon de tenir récit, l'œuvre fantastique, légendaire de Howard Phillips Lovecraft. Alors aujourd'hui, petite rupture de rythme, tout simplement parce que on a 370 jours à faire. Là, plus de 100 fois, il y a eu se dire, je pars en improvisation sur mon propre déchiffrage. Quelquefois, il faut reconstituer les énergies, mais reconstituer les énergies en respectant cette discipline. Moi, ça passe par chaque matin, là, il y a 115 personnes qui me font l'honneur, la gratitude, non seulement de s'être inscrit pour le recevoir, la porte est évidemment largement ouverte, mais que de discussions, que d'échanges, que de pistes suivies. Et c'est comme si maintenant, au départ, je culpabilisais, j'ai dit, oh là là, t'avais pas compris ça, puisque voilà que le lendemain, le surlendemain, un tel, une telle, là, ça te vient, là, de Montréal ou de Shanghai, te dit, non, mais tu crois pas que ce soit ça, là, il faut interpréter, et tu te dis, ah, zut, et maintenant, je le vis autrement, moi, j'avance tous les jours, on dégage les pistes, on fait l'inventaire, on brasse, là, on installe, on enlève la poussière, et puis il y a les compiles chaque mois, maintenant, janvier, février, mars, on va être sur la 4e compile mensuelle, des compiles où il y a bien sûr tout ce que là on fait, le décryptage du petit journal, le dépli en français avec le premier repère sur les abréviations, commentaire est-ce qui tient à Lovecraft, à la littérature, et puis chaque fois on se discipline, on va voir le New York Times du jour, on repère là encore ce qui bouge aussi dans ce même rapport de la symbolique, ouais, plutôt ça, dans une époque qui apprend chaque fois à se connaître elle-même, mais en quoi chaque temps, chaque époque, là c'est le lecteur de Walter Benjamin qui revient et qui sous la surface, comment ne peut se découvrir que rétrospectivement, comment travaillaient ses peurs, et là, en même temps qu'on entre dans cette période de grande dépression, ce qui se profile en Europe avec Mussolini, puis Hitler, et tout ça, évidemment, on y reconnaît le temps présent. Alors, là, pendant 4 jours, il y a eu chaque jour le PDF, il y a eu toujours cette discipline, mais j'ai pas fait de vidéo. Et là, pour revenir au charbon, reprendre nos habitudes, ce que je vous proposais, c'était de faire un petit retour, non pas sur une journée, mais reprendre la semaine de Howard Phillips Lovecraft, Hordy. Alors, vous vous souvenez que c'était une semaine un peu exceptionnelle puisque dimanche le 12 avril, il y a toujours une journée de décalage. C'était le samedi pour nous qui était pour eux le dimanche 12.
C'était Pâques et une compagnie de train avait émis des billets promotionnels pour 3 dollars seulement. On offrait aux New-Yorkais un aller-retour Washington. Lovecraft est je le dis toujours, le colocataire parce que pour l'instant, Kirk habite toujours la chambre juste au-dessus chez Howard Phillips Lovecraft au 169 Clinton Street dans Brooklyn. Ils étaient partis pour en profiter mieux à 1h du matin, nuit blanche, tous les paysages, et ça pour lui, chaque paysage c'est une date, une histoire, un monument, le nom de ville, les noms de ville sont vivants, et pourtant qu'est-ce qu'il voit dans la nuit, des éclats qui passent, c'était assez fascinant ce récit de train de nuit. À Washington, son ami Zay Christ l'attend. Lui-même a convoqué une autre amie, Madame Renshaw, qui a une buick et on va les promener. Alexandria, Arlington, Lincoln Memorial, Chain Bridge, Key Bridge qui est une espèce de par-dessus le Potomac, là, une traversée futuriste pour l'époque, un monument d'acier avec ces grands arcs, et Key Bridge qui était au contraire un lieu historique pour la guerre civile, comme eux ils disent. Et retour, et puis à peine à New York, on reprend les habitudes, les copains. Le lundi 13, Cart Invader, oui, Lovecraft a des souris dans sa chambre. Il en a attrapé une première, petit clin d'œil, parce que il achète des pièges à 5 cents, qui sont des pièges, disons cet avantage, la bestiole rentre dedans, toc, elle est enfermée, et au lieu d'avoir à les zigouiller soi-même, il suffit d'aller à l'égout dans la rue et hop là, on lance la petite boîte avec la souris vivante dedans. Il vient d'en attraper une deuxième, il a protégé, il s'est acheté une boîte à pain en émail pour... il clean room, il fait son ménage, il en est très fier. Il y a aussi toujours ce qui revient, c'est bookstalls. Il passe un temps énorme là ici. Kirk est resté en voyage toute la semaine, donc là c'est avec Samuel Loveman, qui lui habite un peu plus loin dans Brooklyn. On va se balader dans les librairies, c'est-à-dire qu'on feuillette, on commente, on se raconte des histoires, on juge, et ça fait du bien, ça aussi. Et on en était là, le 14, une nouvelle écrite en majuscule en marge, Russell Arrives. Et ça, on avait commenté, toujours évidemment les copains. Là, c'est Frank Belknap Long qui vient de Manhattan. Et puis, on va se balader Prospect Park, le grand jardin public de Brooklyn, qui est comme Central Park, est une sorte de monde avec son étang et ses barques, avec son jardin botanique, avec son jardin zoologique, un jardin même japonais. Mais Lovecraft se sert de Prospect Park, évidemment, c'est une demi-heure de marche, je suppose, environ de Clinton Street, même si les rues de Brooklyn, qu'est-ce qu'elles sont longues, mais c'est un petit peu son habitat d'été, c'est là où il viendra lire, écrire, parfois des journées entières, à mesure que la météo devient plus clémente, et on en arrivait là, et nous, ce qu'on va voir, c'est le 15, le 16, le 17, le 18, et on va chevaucher pour arriver jusqu'à la 19, et là, on aura retrouvé notre rythme. Est-ce que c'est pour aller vite? Non, même pas, c'est parce que, par exemple, John Russell, il arrive le mercredi, donc c'était mardi pour nous, mercredi 15, il va rester et on va se balader le 16 et le 17, et c'est seulement le 18 qu'il l'emmènera et que, au revoir Russell. Et déjà, c'est comme ça que fonctionne. C'est-à-dire que pour le reste, on va voir un petit peu, je dis pas que c'est lassant, mais Brooklyn Bridge, ensuite Manhattan, on s'en va là chez Arthur Leeds qui habite dans le Hell's Kitchen, c'est dans le Midtown Manhattan. C'est les heures, le répertoire des heures extrêmement important, par exemple le mercredi, pour aller à la rencontre de John Russell. Il se lève tôt, up early, mais le soir, on revient à 4 heures du matin et toujours right.
right, ça c'est le mot qui revient le plus souvent. Le lendemain, encore obligé de se lever tôt, happy early, puisque justement, meet G.R., il va retrouver Russell, et on va aller où? Au zoo, au jardin botanique. Et aujourd'hui, le 19, mais on retournera encore au zoo, c'est très bizarre, là. Et c'est ça aussi qui nous permet, nous, d'être sur des pistes. Alors évidemment, on va pas en faire des preuves, des préfaces, des assertions. Non, c'est plus... oui, Lovecraft a une véritable attirance pour les zoos, mais ces personnages, ces grands anciens qu'on trouve dans l'abîme du temps, dans The Mountains of Madness, ces montagnes de la folie, ces espèces d'êtres cylindriques avec des tentacules. Mais c'est pas ça, moi, les tentacules, ça m'intéresse pas. Mais question d'animaux, c'est comment leur sang, c'est comment leur température. Est-ce qu'ils mangent? Comment ils se reproduisent? Tiens, ça, vous pouvez lire tout The Mountains of Madness. Ces êtres, monstres ou pas monstres, j'en sais rien. L'homme est toujours plus monstre que toutes ces créatures qu'il peut imaginer. Est-ce que leurs fonctions reproductives, par exemple, peuvent être décrites? Non, certainement pas. Mais est-ce que ça a à voir avec le fait d'aller si souvent promener là? La semaine dernière, il était allé au zoo de Central Park, ça tombe bien, on serrait la main des singes, quel plaisir. Non, c'était dans une boutique exotique, mais on va y revenir au zoo de Central Park. Le lendemain, c'est le jeudi 16, encore Up Early. Oh, le pauvre, oui, c'est qu'il y a ce John Russell à promener, mais le vendredi 17, là, on reprend les horaires. Up noon, on se lève à midi, on le retrouve quand même, et on va se promener à la Penn Station, à Grand Central, on mange à l'automate, on revient à Penn Station, et puis on retrouve les copains, G.K., Kirk qui est revenu, Loveman, Kleiner. Cette nuit-là, après la cafétéria Tiffany, juste en bas de chez lui, Clinton Street, on monte dans la chambre de Kirk, et puis ensuite, on rentre, et c'est Right, Stay Up. Il écrit toute la nuit. Le 18, on dira au revoir à Russell. Encore Belknap Long qui vient le voir. On aura des choses à régler. On va à la boutique électrique parce que vous vous souvenez qu'il avait acheté en janvier un radiateur électrique. Il semble que la bestiole soit en panne. Alors maintenant, fin avril, on en a moins besoin. Mais est-ce que c'est par exemple que les souris auraient mangé le cordon et que ça ait fait court-circuit? En tout cas, il va le porter chez l'électricien. Mais c'est les choses qui sont notées dans le journal. Moi, je suis bien obligé de suivre. Et puis on repasse et right. Et puis ensuite, on va se retrouver dans le Bronx, on va monter jusque dans le Bronx. Et là, le zoo, ce sera le zoo principal, le zoo du Bronx, le jardin botanique. Est-ce qu'il est là avec Belknap Long? Toujours cette difficulté énorme de Lovecraft à être tout seul. Et ça, c'est un thème qu'on suit de près. Son ami George Kirk va bientôt déménager parce que lui n'en peut plus de n'être jamais seul. Il y a une espèce de choses qui les poussent chacun, une aboulie, quelque chose qui les pousse chacun l'un vers l'autre, et on ne sait plus se débrouiller sans que l'autre soit là. Et Kirk va bientôt déménager, mais je n'ai pas le droit de raconter la suite, on la découvre à mesure, jour par jour. Là, ce dimanche 19, j'ai remarqué que depuis le départ de Sonia à Saratoga, il n'en est plus aucune mention dans l'agenda, alors que le moindre détail est noté. Encore on se lève tard et right. Et puis, comme d'habitude, les copains, on se retrouve pour déjeuner. Où est-ce qu'on va? On va aller peut-être, à la Scotch Bakery. Ils aiment beaucoup ce truc, ça s'appelle la boulangerie écossaise. On ira ensemble, c'est dimanche après-midi. Quoi faire mieux que d'aller au cinéma? On va aller voir Magnificent Humbersons.
Ouais, tu te trompes, ça, c'est le deuxième film d'Orson Welles, c'est en 1942, tu te fous de nous? Non, The Magnificent Amberson, c'est un roman paru en 1918, qui a eu un grand prix d'ailleurs aussitôt, et qui a été adapté dès 1925, et c'est parce que Orson Welles se souvient du film. Avec même en même temps une comédie un peu sentimentale. C'est pas du tout le truc de Lovecraft, comme le film The Last World. Non, mais c'est ça qui fera qu'Orson Welles, 17 ans après, oui, mais ce sera le parlant, ce sera plus le muet, décide de reprendre cette histoire, ce livre, et d'en faire son propre film. Alors on a brossé un petit peu la semaine, on va aller voir ça plus en détail, et justement, quelle piste ça nous a donné pour explorer, se balader. On commence donc avec le 15 avril, envoi numéro 103, et une fois de plus, j'ai recours à ce livre Lovecraft New York Circle, qui a été édité par Mara Kirk, la fille de George Kirk. Évidemment, on retrouve Esti Yoshi. Ce livre rassemble ce qu'on a retrouvé de lettres, c'est un peu décousu, c'est fragmentaire, de George Kirk pendant cette période 1924-1926. Voilà donc George Kirk, les 2 ans où il vit à New York, avant de loger au 169, juste au-dessus de chez Lovecraft, et bientôt retrouver et sa liberté en habitant un peu plus loin, puis la librairie qu'il va monter dans Manhattan. Et Yoshi complète cette correspondance retrouvée de George Kirk par un ensemble de notices sur le Kalem Club. Ce Kalem Club, c'est Reinhard Kleiner, Samuel Loveman, c'est Frank Morton, c'est Jim Morton, Frank Belknap Long, avec quelques extraits de textes qui souvent décrivent, par exemple, on a Reinhard Kleiner qui donne, lui, ses souvenirs en 1946, 20 ans après, de ce qu'était leur soirée du Kalem, et Esti aussi, avant de lancer sa grande biographie, Esti aussi, en même temps ou avant qu'il les publié cette grande, évidemment indépassable biographie de Lovecraft en 2 tomes, I Am Providence, et c'est un magnifique outil, vous pouvez la télécharger en version numérique, c'est un bonheur de retrouver immédiatement les occurrences. Il avait combiné, maintenant on le trouve qu'en numérique, moi j'ai toujours utilisé uniquement en numérique, une Lovecraft Encyclopédia, où il rassemble des notices sur tout ce qui apparaît, de titres de livres, de titres de films. Alors évidemment, pour moi c'est un outil formidable. Voici par exemple comment Esti Yoshi, dans cette Lovecraft Encyclopédia, toujours diffusée chez Hippocampus Press, nous présente John Russell, qui vient rendre visite à Lovecraft pendant 3 jours. John Russell, journaliste amateur britannique vivant en Floride, en relation occasionnelle avec Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft écrivit une lettre à Largosi critiquant l'écrivain de romans d'amour Fred Jackson. Allez, une piste de plus. On y va sur la piste Fred Jackson, mais ça remonte à 1913. Russell proteste contre cette critique de Lovecraft, qui visiblement trouve que c'est un peu mièvre, Fred Jackson. Et sa protestation sera publiée en novembre, donc 2 mois plus tard, dans le numéro suivant de la revue, mais il le fait en vers. Ce qui fait que, et c'est ça aussi la joie des petites écoles littéraires, on s'affronte. Mais oui, mais si on t'affronte, si on critique ce que tu viens de dire, c'est qu'on te prend au sérieux. Et naît comme ça une espèce de duel à distance entre l'anglais qui habite en Floride et puis le jeune type. Oui, jeune, il a 23 ans, Lovecraft. Il n'a jamais écrit de fiction encore. Il n'écrira de la fiction que vers le moment de la mort de sa mère, 5-6 ans après. Mais il est déjà impliqué dans ce mouvement du journalisme amateur à Boston. Et bientôt, il prendra même là la responsabilité éditoriale du cercle de Boston. Il y va une fois par semaine. Il revient par le dernier train de nuit.
Après une année d'échanges sporadiques, le rédacteur en chef de l'Argosy demande aux deux écrivains de se réconcilier, ce qu'ils font dans un article publié sous le titre The Critics Farewell dans le numéro d'octobre 1914, contenant le poème de Lovecraft, The End of the Jackson War. Et oui, puisque c'était à propos de ce Fred Jackson, la fin de la guerre de Jackson, et le texte de Russell, Apology. Et c'est la première fois qu'ils se voient, ils ne se connaissent pas. Il y a ça aussi qui est mystérieux, et ça merci Steve Yoshi, c'est qu'après ce séjour de New York, bien, on n'a pas trace aucune des correspondances échangées entre Lovecraft et Russell, alors qu'on aurait pu rajouter certainement encore un livre là aux 35 000 lettres conservées. Alors, est-ce qu'il reste en Floride? Est-ce qu'il repart à Londres? En tout cas, mystère sur ce Russell que Lovecraft seul connaît. C'est pas là dans la petite bande. Alors, chaque fois dans mon PDF, je reprends la transcription exacte là, du fac-similé. On interprète cette question de « A-t-on besoin d'ennemis à votre service en littérature ?» C'est ça qui, à propos de Russell, signe un petit peu cette rencontre. Et puis, dans le New York Times, retour sur une histoire qu'on a vu déjà apparaître hier dans le zoo de Central Park, le Duke, le babouin le plus dangereux du zoo de Central Park, dont eurent jamais à s'occuper ses gardiens, s'est échappé hier de sa cage par un saut d'une hauteur prodigieuse pour décapiter le singe de la cage voisine, et après 4 heures de fièvre, être abattu par un policier. Des centaines d'écoliers, profitant des vacances de Pâques, visitaient le zoo lundi matin. Bien d'entre eux, vers 10h30, avec leurs nourrices et quelques visiteurs adultes, s'étaient laissés attirer par l'ancien pavillon des singes à l'arrière du bâtiment de l'Arsenal, à l'angle, etc., par une recrudescence des cris des singes, chimpanzés, bonobos, attelles, macaques, magos, ouistiti, et même l'orang-outan semblaient tous avoir un colloque en langage des singes, tous enfermés dans leur cage, ou du moins le semblait-il. La foule fut donc autorisée à entrer pour l'amusement habituel en ces lieux. Le Duke, une boule grise de vie sans mouvement, âgé de 10 ans et pesant 55 kilos, bondissait d'un côté à l'autre de sa cage. Il semblait incroyablement énervé par Patty, une petite guenon à queue zébrée, sa voisine dans la cage mitoyenne depuis 3 ans. Voilà comment ça a fini. Évidemment, moi j'ai retranscrit tout le récit. Le singe s'enfuit, les curieux accourent de partout. Le gardien-chef Coyle et l'argent d'Anne Bayer, armé de revolvers, se précipite vers le bâtiment. Duke avait ouvert une fenêtre côté nord. Il allait sauter dans la rue quand une première balle de Bayer le frôla. Bayer l'avait manqué. Duke sautait d'un côté à l'autre de la fenêtre. Un autre tir, une balle dans l'épaule. Il fit retraite. Bayer et Coyle ouvrent avec précaution la porte ouest. Ils virent Duke accroupi au milieu du pavillon. Il allait sauter sur eux quand une balle dans le cœur l'arrêta pour toujours. Et des photos de 1925. C'est quoi, là, le zoo de Central Park avec les singes? Les voilà, les gardiens. C'est peut-être lui, là, Monsieur Bayer ou Monsieur Coyle. Voilà, les singes au milieu des enfants dans leur cage. Bon, c'est une petite chose, mais il y a le lien avec Lovecraft, comme il est là, à présent. Our, dans les fouilles de la ville d'Our, en Mésopotamie, on vient de découvrir une tablette d'une écriture encore inconnue et mystérieuse. Eh bien ça, on n'a pas ça. On a ça plutôt combien de fois dans Lovecraft, depuis The Call of Cthulhu jusqu'à dans l'abîme du temps. Monsieur Wells qui fait parler de lui, H.G. Wells, le célèbre H.G. Wells. Il se cache pour écrire un chef-d'œuvre, ou qu'il se cache dans une maison juste au-dessus de Grasse en France, le Pidou, je crois ça s'appelle. Oui, mais il se cache avec une jeune Hollandaise qui aura 22 ans de moins que lui, et bientôt ce sera avec, après le suicide de Gorky, avec la copine de Gorky, qui elle a 35 ans de moins que lui, qu'il va vivre. Mais en tout cas, Monsieur Hemingway travaille à ce livre dont j'ai retrouvé le nom, The Words of quelque chose, mais
c'est pas parce que tu veux écrire un chef-d'œuvre que tu y arrives. Les chefs-d'œuvre de H.G. Wells, il y a longtemps qu'ils sont écrits. Quelque part, tu vois, Lovecraft, il meurt à 46 ans. Et il n'ira jamais se cacher à Grasse pour écrire un chef-d'œuvre. Mais est-ce que Wells, ça le rend plus grand? Ça, c'est ce genre de mystère là, qui est intéressant. La question des suicides, ben oui, aujourd'hui, que tu vas dans n'importe quel immeuble, tour ou gratte-ciel, les fenêtres, elles ne s'ouvrent pas, mais à l'époque, même au 22e étage, tu veux de l'air, tu ouvres la fenêtre. Et les suicides, ben, c'est des machines à suicide. Si, ça, cette fois, c'est une jeune femme, Angelica Morris, d'une famille cubaine. Ben, tu fais ce geste et tu, évidemment, pas possible de le regretter ensuite. Ensuite, oui, c'était la veille dans la dernière vidéo, donc pour les vidéos précédentes, on avait repris le voyage de George Kirk qui, après Washington, va à Baltimore, évidemment, Baltimore, c'est tout près, de Baltimore, il va remonter à Philadelphie, de Philadelphie à Trenton, et quand il écrit à Lucille, sa chérie, restée à Cleveland, il dit que Washington, c'est la ville la plus moche qu'il ait jamais croisée, sauf Los Angeles et Canton. Et moi, évidemment, naïvement, pourtant, combien il y a de villes homonymes. Rappelez-vous, c'est Michel Butor dans Mobile. Qu'est-ce qu'il fait, Michel Butor? Il prend toutes les villes qu'on peut associer par deux parce qu'elles ont le même nom. Tu as une Syracuse ici, une Syracuse là. Tu as, évidemment, Paris, Texas, mais là, peut-être qu'il y en a qu'un. Tu as New Orleans, mais tu as plusieurs Rome, tu as plusieurs... Et Mobile de Butor, quelle joie là de le suivre quand il superpose à chaque fois d'état en état telle ville à telle autre uniquement parce qu'elles ont le même nom. Eh bien, évidemment, il y a une ville, comme par hasard, dans l'Ohio, pas très loin de Cleveland, qui s'appelle Canton. Alors, Canton, dans l'Ohio, qu'est-ce que ça a de moche? Tu cherches des cartes postales de l'époque, puis tu t'aperçois que finalement, Canton, c'est une petite ville des USA modeste. Évidemment, sur les grandes plaines plates de l'Ohio, aussi plates que les toits des maisons sont plats. N'empêche qu'il y a des beaux monuments, comme là, cette maison de la McKinley House. On a complété, on a trouvé de quoi entrer plus concrètement. C'est pas le statut des images, c'est le statut du concret. Là, derrière le texte de Kirk. Quant à Russell, lui, vous savez que c'est des articles là où il y avait la bagarre à propos des livres de Fred Jackson. C'était publié dans un journal de Tampa quand ils se sont réconciliés, qu'ils ont publié ensemble. Russell, un hommage à Tampa, et Lovecraft, un hommage à Providence. Voilà à quoi ressemble Tampa en 1925. Et pour moi, c'est pas non plus indifférent, parce que Tampa, c'est une très belle ville, une grande joie à traverser, mais dans le downtown, on tombe sur ces vieux bâtiments, là. Enfin, c'est vieux, évidemment. C'est pas le passé qu'on touche là, dans le pays, là, quand on tombe sur la terre de Rabelais ou autre. Mais tu te dis, mais pourquoi ils ont démoli la continuité et que juste une fois tous les 5-6, tu vois, ces bâtiments et ces merveilleuses architectures, ouais, mais cette notion de patrimoine, en tout cas, peut-être maintenant, en tout cas, depuis 10 ou 20 ans, a-t-elle commencé à émerger aux USA, mais tout ce downtown de Tampa a été refait sans rien garder de cette impression là de ville du bout du monde. Voilà, ça c'était pour le 15. Pour le jeudi 16. Alors, jeudi 16, là, j'ai pris justement ces souvenirs de Kleiner sur le KLM Club, parce qu'on a toujours, à un moment donné, il est minuit, il est 1h du matin, et on raccompagne un tel au métro, et puis c'est Naplon qui reprend le métro pour Manhattan, ou bien c'est Loveman qu'on raccompagne jusque chez lui, et là, c'est ça. C'est Lovecraft, Long, Kirk et moi-même Kleiner sommes en train de feuilleter les premières éditions des journaux du matin. Et ça, c'est important. C'est-à-dire quand ils sont dans les cafétérias, le Tiffany, quand ils y vont, là, entre 11h, minuit et 1h du matin, c'est pour lire les journaux, parce que les journaux paraissent le soir, sont distribués, et on est les premiers à lire. Donc, quand nous, on lit le New York Times,
eux, ils l'ont fait aussi, en même temps. Et là, ils l'ont fait la veille au soir, en train de feuilleter les premières éditions du journaux du matin. Le jeune Long, portant une petite moustache soigneusement entretenue, un gilet gris perle, ouais, il est fils de dentiste, il habite les beaux quartiers, une cravate et des guêtres en harmonie. Il me semble maintenant que Marcel Proust, dans sa jeunesse, et que Lovecraft aussi, a flashé complètement sur les premières traductions de Proust, a dû le préfigurer, pose ses papiers avec un bâillement et dit: ah, j'ai lu Don Marquis, c'est FPA. Alors FPA, j'ai pas trouvé. L'ennui recommence. Moi, tu dis Don Marquis. Qu'est-ce que c'est que Don Marquis? Et puis Don Marquis, ben oui, c'est un humoriste, c'est un caricaturiste, quelqu'un comme un Daumier. Mais dès que tu as la piste, parce que Belknap Long, cité par Kleiner, en parle, ben voici avec sa pipe au bec, son chapeau et sa cravate posés devant lui sur la table, sa sandarac et son cendrier qui déborde, un bout de fromage et un bout de pain, il y a même le couteau à travers le gruyère. Il est en train d'écrire une lettre, et là il y a son briquet, une enveloppe. Visiblement, il carbure pas à l'eau plate, et voici 4 caricatures de ce Don Marquis, grand caricaturiste de l'époque. Et quand je parle de voisinage avec Daumier, et puis alors évidemment les petites choses qui viennent, les légendes qui viennent dessous et qui font de cette scène quelque chose de saisi à vif. Et à partir de ça, comment on remonte? Eh bien, raccompagner Loveman au métro, et voilà, ils vont le faire. Alors que nous quittons l'endroit et sortons dans la rue, des bruits de fermeture précipités se font entendre derrière nous. C'est-à-dire, on a l'impression que ces cafétérias, ça ferme jamais. Mais pourquoi ça ferme pas? Parce que ces zozos, ils sont toujours assis, ils sont les derniers clients, il n'y a personne d'autre qu'eux. Et dès qu'ils condescendent à sortir, tout de suite, les serveurs, qu'est-ce qu'ils font? On baisse le store, terminé, ils en sont débarrassés. Il y a une histoire de chat. Et là, c'est marrant parce qu'on voit Loveman et Lovecraft, parce qu'il y a une espèce de chat sauvage là dans une espèce de... Mais oui, mais c'est une rambarde en grille dans un coin en fer forgé, une ruelle en pente et des caves et tout ça. Ils se mettent à miauler pour faire venir le chat. Imaginez le tableau, quoi. Et Kleiner, lui, bah, il siffle pour que le chat se tire parce qu'il en a marre, parce que lui, il a du chemin à faire. Et donc, que ce gars-là... Non, Loveman est tellement vexé qu'il s'assoit sur le trottoir, qu'il refuse de bouger. Bon, c'est du détail, c'est de l'anecdote. Oui, mais tout d'un coup, on les voit là, ensemble, de façon bien plus concrète. C'était un peu long, mais j'ai repris. Alors là, c'est une histoire de mariage avec cette mademoiselle Helen McKay, fille du président de la Postal Telegraph Cable Company, de la Commercial Cable Company, donc un millionnaire de chez les millionnaires, et elle est amoureuse du compositeur Irving Berlin. Oui, lui, on a entendu parler. Mais son père, il va la séquestrer. Et alors, à ce moment-là, se pose plein de questions. C'est-à-dire que 2 ans plus tard, après cette crise-là de violence et cet affrontement, Irving Berlin a 15 ans de plus qu'Helen McKay, d'accord. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui le gêne, le millionnaire? Que le type soit compositeur et donc saltimbanque, ou bien que le type soit juif? Et pourtant, ils vont rester mariés tous les deux toute une vie. Elle aura 85 ans quand elle mourra, lui 101 quand elle la suit. 1 an plus tard, ils seront mariés 62 ans, mais en attendant, il a fallu ça. Le Literary Digest qui fait sa pub avec le mot tarif, c'était juste anecdotique. C'était bref, mais nous voilà maintenant au 17 avril. Alors, 17 avril, on retrouve George Kirk qui revient, ça y est, de Trenton, il revient maintenant enfin à New York. Alors, évidemment, t'ai-je dit combien j'étais heureux d'être de retour, de revoir les buildings, des femmes joliment apprêtées, et mes amis. C'est-à-dire, toujours on dit, ouais, ces pauvres types, ils supportent pas la ville, ils supportent pas New York. Mais si, au contraire, New York est une joie. New York est une griserie, et une griserie qui passe par l'architecture, elle est bâtiment.
vers 5 heures de l'après-midi à Trenton. Trenton, c'est entre Philadelphie et New York, c'est pas très loin de New York. J'avais télégraphié à un ami, il dit pas que c'est Lovecraft, que je serais à un certain restaurant, donc ce qu'ils appellent le Downing Street, vous savez, ce petit resto italien qui sert des soupes très épaisses, mais avec un verre de vin, ce qui est évidemment interdit par la prohibition, mais à cause de ça, ils donnent jamais le nom. On va Downing Street, jamais dans la boutique, jamais le nom de la boutique. Que je serai à un certain restaurant à 7 heures et qu'il me retrouve avec la bande, toujours cette aboulie d'être ensemble. Je suis entré dans le restaurant, j'en ai trouvé 2 de ceux que j'attendais, mais pas celui que j'avais appelé. Il était sorti en ville avec un type d'Angleterre et n'avait pas reçu le télégramme. Et grâce à ça, on a le récit de Kirk qui croise là la journée de Lovecraft avec son Russell qu'il promène, lui fait découvrir tout ce qu'il aime dans New York. Et il nous annonce quelque chose là, George Barr McCutcheon. Et alors, moi, évidemment, George Barr McCutcheon, tu vas aller chercher et tu vas trouver, voici cet écrivain. Et dans cette pose romantique, il a le coude sur sa collection. Une collection de quoi? De manuscrits de Thackeray et de Dickens. George Barr McCutcheon, c'est quelqu'un qui a inventé un peu la romance. Maintenant, vous allez dans les librairies en France, qu'est-ce que vous trouvez? De la romance. À part le manga, enfin bon, je sais pas s'il reste beaucoup de place pour autre chose. Mais, wow, la young adult littérature. Ouais, on lui rend pas beaucoup hommage. Vous demandez à tous ceux qui lisent de la romance et de la young adult, machin. Tu connais George Barr McCutcheon? Bah non, ils connaissent pas du tout. Et pourtant, ce gars qui va mourir en 1928, qui est un peu plus âgé, il aura 62 ans, il vend, là, une partie en 1925, une partie en 1926, sa collection de manuscrits. Kirk, bien sûr, va y aller. Et dans Lovecraft, c'est ça le problème. Down to Penn Station, KLL, Book, Tiffany, Home, Up to GK. Quand on a les lettres à la tante, pour lui, c'est son journal. Il déplie, il raconte, il donne plein de détails. Mais là, non, c'est par cette petite note de Kirk qu'on peut reconstituer que le soir, avec Lovecraft, ils sont allés là à cette vente. Bien sûr, c'est au-delà de leur possibilité d'achat, même de Kirk, mais se régale. Et tu apprends, parce que la bibliophilie, c'est un métier. Alors, qu'est-ce que j'ai pris aussi? Alors, Babe Ruth, c'est nos marqueurs, le champion de baseball. Oh là là, il a un abcès à l'estomac. C'est toujours un peu compliqué la vie de Babe Ruth, mais on va l'opérer, ça va aller mieux. William Beebe, ça y est, maintenant on a la liaison en permanence avec les Galapagos. Il vient de découvrir 2 nouveaux volcans. Des histoires il y a beaucoup de tempêtes en ce moment. Il y a à Londres, enfin non, c'est à Lowestoft, sur la côte, un grand dirigeable R-33, un dirigeable historique là aussi, un dirigeable géant, pris par la tempête, il va être rabattu sur la côte au moment où ils essayent de s'amarrer, les rééjecter, ça va durer 30 heures, ils vont, il y a des bateaux militaires qui essayent de les rejoindre, en tout cas d'accompagner en plein, là dans la tempête, il va se retrouver autour des côtes de Hollande, il va être jeté sur la côte de Hollande, finalement on va pouvoir revenir, mais en tout cas quel enfer pour les gars, on imagine. Ça, cette petite publicité, Kodak Enlargements. Vous voulez décorer votre appartement, et si vous preniez une photographie agrandie? La photo, c'est pas une œuvre d'art? Eh bien si, tout d'un coup, la photo, parce que techniquement on peut l'agrandir, l'encadrer, mettre au mur, et qu'il y a des gens comme Alfred Stieglitz ou Charles Demas qu'on a vu récemment, qui maintenant se saisissent de la photographie comme enjeu esthétique et plastique. Là, pour la première fois, on a une publicité dans le Times en attestant. Je vais vite. Allez, on est le 18. Là, c'est en cherchant comment Russell revient à Tampa. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher le chemin qu'a fait Lovecraft lui-même pour revenir à Tampa. Et c'est pas rien. Il part de New York à 23h45 en bus, arrive à Charleston à 6h25 le surlendemain, parce que tu passes par Philadelphie, Baltimore, tu continues.
pause, parce que là, il voulait visiter Charleston. Quand tu voyages en Floride, c'est pas rien. Il repart à Charleston à 5h25 quelques jours plus tard. Il arrive à 9h05 à Savannah. Tiens, il croise Jean Rollin, ils se disent bonjour. Attente, puis redépart à 17h25 pour arriver le lendemain à 21h45 à Jacksonville. Et là, on va attendre, il repart au milieu de matinée pour Palatka et puis pour chez Bob Barlow qui habite auprès d'Orlando. Alors, est-ce que Russell, lui, a pu prendre un bateau parce qu'il aurait plus d'argent, mais prendre de New York le bateau qui l'emmène à Miami ou tout simplement Jacksonville, et de Jacksonville, là, rejoindre Palatka et ces autobus qui n'ont plus à traverser par Orlando que la Floride, Orlando-Tampa. Ce serait le plus probable. Je pense que s'il a 3 sous, il aura préféré le bateau que cet enfer des autobus. Mais Lovecraft, quand il prend les autobus, il prend les autobus de nuit. Pourquoi? Parce que ça lui évite de payer les hôtels. Et dans la journée, il est là, dans les jardins publics. J'ai trouvé quoi dans un autre dirigeable, Los Angeles, qu'on a souvent vu, c'est le jour de l'éclipse, par exemple, à New York. Ce Los Angeles, c'est pour l'instant un équipement militaire. On s'en sert pour poursuivre les types qui font là ce qu'on appelle la route du Rhum, les bateaux qui transportent l'alcool clandestin. Pendant ce temps, on a retrouvé le R-33, on a finalement pu le rapatrier en Angleterre. Les femmes ont obtenu de la Cour suprême et du Sénat le fait que sur leur passeport, quand elles voyagent à l'étranger, elles puissent le faire sous leur nom de jeune fille et non leur nom d'épouse. Il y avait ce mot ZBYSZKO, Bisco was surprised. Bisco, c'est un grand catcheur polonais qui fait fortune en ce moment aux États-Unis. Ah tiens, encore un qu'on ajoute à notre galerie. Et puis, c'est George Barr McCutcheon en 1926. Ouais, merci les enquêteurs, en l'occurrence l'enquêtrice en chef. Le catalogue de la vente McCutcheon de 1925. Pas trace, celle à laquelle assistent Kirk et Lovecraft, mais celle de 1926, il y a eu un catalogue. Et dans notre petit index, évidemment, avec tout le dictionnaire et les références, il y a le lien pour que vous puissiez aller le voir en entier. Et on termine sur le 19, c'est aujourd'hui. Et là, quand il s'agit du 19, là, je repasse sur le New York Times. On est donc un dimanche, samedi pour nous, dimanche pour eux, et c'est le journal avec tous les suppléments, le journal qui fait 211 pages. Et si on balaye, évidemment, on va trouver le plus loin. Si j'accélère, mais moi j'ai tout déchiffré tout à l'heure. Je prends l'habitude maintenant. Au lieu de des fois, alors ça te pose un peu de problèmes. Tu te crois en 2025, puis tu es en 1925 ou le contraire. Plutôt que tu es en 1925 et t'oublies. Alors, il y avait de quoi? J'ai trouvé quoi aujourd'hui dans la partie magazine? Encore, c'est William Bibb. Et elle a donc un article qui revient sur son expédition Sargasse, comment il travaille, comment il chalute, comment ils inventorient la faune et la flore, Strange Creatures. Vous voyez que Lovecraft, quand il voit Strange Creatures, là, dans le journal qu'il dévore, il n'est pas là à lire cet article. Et plus loin, donc voici le supplément littéraire, toujours en plus petit format. Je le fais défiler très vite, Scott Fitzgerald. C'est un peu toujours les mêmes. Marcel Prévost, le nouveau roman de Marcel Prévost. Moi, je ne connais pas Marcel Prévost, auteur français comme son nom l'indique. Mais plus loin, il y a Napoléon, il y a les derniers moments de Marie-Antoinette qui feront un super, voici, publicité. Ça vaut le coup, non? Quoique le dessin ne soit pas très, très, très réussi. Là, on dirait plutôt qu'il sort d'un film gore, là, le curé avec son crucifix. Mais c'est ça qu'on vend aux Américains. Oh, elle était si belle, Marie-Antoinette. Et quand on arrive à la partie magazine, et l'autre livret inclus, c'est la partie magazine, celle, là encore, qui est uniquement photographique,
plusieurs fois, on a repéré ces questions, les enjeux de la mise en page, les questions de pourquoi le sourire n'est pas encore une norme sociale alors qu'on a des pleines pages de jeunes femmes à marier, dans ce supplément, en quoi l'utilisation technique de la photo est une révolution pour la publicité, les icebergs évidemment, et on a encore William Beebe, mais cette fois dans le supplément photographique, on a des scènes de la vie sur l'Arcturus, son bateau en train de se diriger là vers les Galapagos. Et là, vous voyez que c'est de la photo. Est-ce que c'est de la photo documentaire? Évidemment, mais c'est beaucoup plus qu'une photo documentaire. On voit l'équipage, oui, mais ils ne sont à rien faire. On attend. Et puis là, ces hommes qui sont au-dessus de l'océan sur cette passerelle avec, qui leur permet de chaluter, ou comment on remonte à ce filet. Non, on n'est pas dans du documentaire. Alors, dans mon petit PDF, c'est un petit peu ça là, dont j'ai fait collection. Oh, une belle publicité Michelin pour se faire plaisir. Un article adorable sur les compagnies de transport qui revendent à leur personnel les vieux wagons, 80$. Mais oui, mais avec 80$, tu peux te fabriquer ta maison individuelle, à condition que dans le Bronx, tu ne payes pas cher le terrain. Et on a l'histoire d'un de ces gars qui se fabrique sa maison avec un wagon désaffecté, aussi les 2 pages en vis-à-vis concernant Beebe, des choses sur la fierté, les réalisations architecturales américaines hors du territoire d'Amérique. Et j'ai fini avec cette photo aérienne, c'est la première que je vois, photo aérienne de Manhattan, Brooklyn, Harlem, de la East River et l'Hudson. On voit même un tout petit bout d'Hoboken, parce que c'est un article d'urbanisme. Comment peut encore se développer New York? Voilà, un résumé de ma semaine. Et maintenant, on reprend le rythme habituel. Merci.